Passer aux notes, partie 4. Antoine avait invité ce soir-là sa garde rapprochée, à savoir Polo, Robert et moi. Il avait convié en plus Rose, Lucie, Gérard et Pierre, un restaurateur de la Pointe-Rouge à Marseille. Chloé, la petite amie d'Antoine, cuisinière comme lui dans le même restaurant, était aussi de la fête. Comme nous l'avions dit, Antoine travaillait comme cuisinier, et de temps en temps, il lui arrivait de remplacer un cuistot absent chez un de ses amis restaurateurs. Il pouvait se faire payer en espèces, mais il préférait être dédommagé en nature, ce que prouvait son énorme congélateur, toujours plein à craquer, et sa cave bien fournie. Sur une pancarte posée sur la table était inscrit Menu surprise, 20 surprises à volonté. Antoine nous avait régalé. Rose avait sympathisé avec Pierre, qui lui avait proposé un travail dans son restaurant, si cela l'intéressait. Elle n'avait pas dit oui, elle n'avait pas dit non, mais elle se rendait compte que son activité au titre du patronage et des diverses œuvres de l'Église était loin d'occuper tout son temps et surtout toutes ses soirées. Elle se hasarda à demander. On m'a comparé à une certaine tante Rose, issue d'une bande dessinée pour enfants. C'est flatteur ou pas? Gérard répondit. Cette tante Rose est une vieille institutrice raide, habillée très stricte, coiffée avec un chignon. Oui, c'est un peu toi. Tu devrais abandonner le chignon, renouveler ta garde-robe et faire un peu moins sérieuse. Rose était vexée. Elle n'ouvrit plus la bouche pour parler jusqu'à la fin du repas, ce qui était contraire à ses habitudes. Mais elle se promit d'écouter ce conseil. Rose occupait une partie de son temps libre à passer devant la maison qu'habitaient ses parents à l'époque. Le portail et le mur d'enceinte ne permettaient pas de voir à l'intérieur, et elle devait attendre que ses sœurs ou sa mère entrent ou sortent pour les observer. De temps en temps, elle parvenait à apercevoir furtivement sa grand-mère qui fermait le portail. Ils avaient passé des moments difficiles dans cette maison, qui était mal chauffée et mal isolée. Heureusement, tout s'est arrangé quand Papy a été nommé ingénieur au centre d'essais nucléaires de Cadarache. À partir de ce moment, la famille n'a plus habité que dans de belles villas. Polo l'étudiant. J'attendais dans une salle d'attente de la fac de lettres, et je faisais comme d'habitude les 100 pas. Un étudiant assis sur un banc m'interpella alors que je passais près de lui. Péripatéticien? Ce mot que je ne connaissais pas avait pour moi une consonance négative, et je me retournai vivement. Ne t'énerve pas. Ça veut dire promeneur en grec. Je lui demandai pourquoi il me disait ça. Parce que depuis que tu tournes en rond, tu me donnes le tournis. Je m'assis à côté de lui. Qu'est-ce que tu fais? Philo, et toi? Écho. Mais je viens pour consulter les conditions d'admission à l'IAE. Mon dada, c'est la stratégie d'entreprise, et toi? Le mien, ce sont les théories de Freud. Cela représente un semestre de cours seulement, mais je veux en faire ma profession. Freud, le créateur du lapsus, génial? Plus que ça. Une porte s'ouvrit, l'étudiant se leva. C'est à moi, si ça t'intéresse, je passe à la cafette après mon rendez-vous. Je lui ai fait un hoquet de la tête. Je le rejoignis à la cafette derrière la fac. Comme tout le monde ici, il buvait son café. Dans la journée, les étudiants comme moi parvenaient à en boire 4 ou 5 par jour. Nous regardâmes une partie de baby-foot en cours. Comme d'habitude, l'équipe des Coétiens marquait des buts sur buts, avec élégance. On entendait le claquement sec des balles qui entraient dans les buts. Je lançai la conversation. Avec un ami, nous sommes les seuls à leur tenir tête. Mais ils finissent toujours par nous battre. Il me dit, moi j'admire, mais je ne pratique pas. Je poursuivis. Alors ton Freud? Une mine d'or. Ça c'est précis. Non, attends, c'est juste parce qu'il y en a trop, et que je ne sais pas par quoi commencer. Ce type a compris tous les mécanismes psychiques, et il les définit clairement, et en plus il traite avec efficacité tous les problèmes complexes de l'homme. Je suis en train d'acheter tous ses bouquins.
et si ça t'intéresse, je te les prête. À la fac, ceux qui sont intéressés par ces travaux ne sont pas nombreux. Alors cela me ferait plaisir si ça t'intéresse. Je lui demandai, tu t'es lancé dans une psycho? Oui, mais pour le moment ça stagne. Je résiste, mais c'est normal au début, ça va passer. Depuis combien de temps? 3 mois, mais ça aussi c'est normal. Ce n'est pas une thérapie brève qui ne provoque que des déplacements des symptômes. C'est une guérison, un nettoyage total du psychisme. Tu as des problèmes? Bah, probablement. Comment sauras-tu que tu n'en as plus? Je ne sais pas encore. Je le sentirai, ou le psy me le dira. C'est pour ça que je bouquine autant. Et cela me plairait de pouvoir en parler avec quelqu'un. Polo était un bon mec, et j'ai passé de nombreuses heures avec lui avant de partir au service militaire. Il essayait en vain de me convaincre du génie de l'auteur, et moi, jouant l'avocat du diable, je m'ingéniais à démolir ses arguments. J'ai plus appris dans ces confrontations sur le fonctionnement du psychisme humain que dans toutes les lectures que j'avais pu effectuer à ce jour. À mon retour du service militaire, j'ai eu la joie de le retrouver, constatant avec plaisir que Freud avait disparu de ses centres d'intérêt. Ma soirée chez Polo. Ma soirée chez Polo se présentait bien. Cela faisait un bon moment que nous n'avions pas eu l'occasion de nous revoir. Nous parlions de tout et de rien, et la conversation se dirigea sur Élodie. Si elle est pas mal, pourquoi tu ne la gardes pas? Je lui répondis que je n'avais aucune intention de sortir avec une rapède, ni de me marier avec X de me marier, et que si je devais sortir avec quelqu'un, c'est moi qui déciderais. Mais je sais bien que si un jour je me résous à me marier, je perdrai mon indépendance. Il me demanda, la dernière fois que tu as dragué, c'était quand? Je ne mis pas longtemps à répondre. C'est très récent. C'était juste avant que je loue ma chambre à Marseille, m'évitant des allers-retours sur Aix. C'était une jeune hostesse. Dans le car, j'étais assis à côté d'une jeune hôtesse, costume bleu, chapeau bleu, très mignonne. Je décidai d'engager la conversation, ce qui ne correspond pas à mes habitudes. Du début à la fin du voyage, elle ne s'est pas départie de son sourire. Elle répondait à mes questions concernant son travail et le déroulement de ses journées. En retour, elle me questionnait sur le mien, sur les diplômes nécessaires. Arrivé près d'Aix, je me suis montré plus direct. Je lui demandai si je pouvais la revoir. Elle me répondit toujours en souriant que sa profession la mettant en contact avec le public, elle avait l'interdiction formelle de fournir des données personnelles tant qu'elle portait l'uniforme. Je lui répliquai qu'elle ne portait quand même pas l'uniforme tout le temps. Bien sûr, me répondit-elle, mais à ce moment-là, je suis avec mon petit ami. Son sourire était toujours le même, pas chambreur pour un sou. Et je me suis rendu compte à cet instant que j'avais affaire à une vraie petite professionnelle. Depuis le début, elle m'avait débité la plaquette publicitaire de son école, elle avait maintenu une conversation agréable pendant tout le temps, et elle en avait amené à la fin de telle manière que son interlocuteur n'ait en aucun moment, en aucune façon, l'impression d'avoir été rejeté. Et j'avais passé un bon moment. Moi, me dit Polo, si j'engage la conversation dans un car avec une nana, elle se tourne vers la fenêtre et donne l'impression de compter les voitures qui nous croisent. Ça donne pas envie de recommencer. Je lui demandai, il n'y a rien à boire chez toi? Voilà une bonne façon agréable de changer de conversation. Il me demanda, et la nana, celle d'avant? Oh là là, cette histoire ne m'a valu que des ennuis. Le curé m'a dit qu'il fallait que je m'humanise, Chloé que j'étais dégueulasse, et Antoine que mon histoire était rigolote en surface, mais profondément choquante en profondeur. Alors je n'en parle plus. De plus, tout le monde semble la connaître. Et maintenant? Maintenant, j'essaye avec une super nana qui me plaît beaucoup, mais la situation est farcie de problèmes. Son dada, c'est de m'expliquer que je ne comprends rien aux femmes, mais que ça n'est pas grave, et elle m'abrutit de questions, ce qui devient fatigant à la fin. Et pour couronner le tout, elle me dit qu'elle veut rentrer dans les ordres. Et enfin, elle a un grand frère, un véritable colosse, qui est toujours dans la pièce ou dans celle d'à côté.
Ce qui me trouble, c'est que chaque fois que je lui ai proposé de faire quelque chose de raisonnable ensemble, mais sans son frère, elle a refusé, arguant seulement de sa fidélité à Dieu, ou de quelque chose comme ça. Polo me dit: ça doit être le genre allumeuse, qui te laisse croire que tu l'intéresses, mais qui trouve toujours la bonne excuse pour reculer. Je lui ai dit que je pensais que ça devait être ça. L'attribution des logements. Le lendemain vers midi, quand je suis passé relever mon courrier dans ma boîte, je découvris un message du curé. Il était désolé, mais la commission chargée de l'attribution des logements, constatant que notre demandeuse avait trouvé une place, l'avait rayée de la liste des urgences. Elle se trouvait donc sur une simple liste d'attente. Et cette situation risquait de durer. Je suis entré dans l'appartement en m'annonçant. Un homme apparut à la mezzanine. J'étais très surpris et je lui demandai de partir, qu'il n'avait pas le droit d'être là. Il me répondit grossièrement d'aller me faire foutre et de me barrer. Comme il était beaucoup plus costaud que moi, je me résolus à obtempérer. La femme criait et me demandait de partir. En sortant, je récupérai son pantalon, son portefeuille et ses chaussures. Je filai droit chez Antoine et je lui relatai l'affaire. Il prit son appareil photo et me dit: viens, on va aller voir ton Gugus. Entre-temps, j'avais recopié les mentions figurant sur la carte d'identité du surnommé Gugus. De retour à l'appartement, Antoine ne laissa pas à l'homme le temps de respirer. Il ne pouvait pas le prendre au collet, comme on dit, vu qu'il était tout nu. Il lui fit une clé à la tête et lui dit: décampe ou je serre plus. L'homme prit le parti de s'habiller et de partir. La femme pleurait. Le bébé dans le landau continuait de dormir. Nous sommes allés faire une déclaration de main courante. Nous avons ensuite décidé de faire une déclaration de main courante au poste de police le plus proche. Le fonctionnaire nous demanda de lui décrire la situation et nous fit part ensuite de son interprétation. Vous avez eu tort d'intervenir. Cette femme, avec votre autorisation, a élu domicile. Elle est chez elle maintenant. Elle peut inviter qui elle veut. Si vous aviez blessé son amant, vous pouviez être condamné. Alors laissez tomber et tenez-vous tranquille. Je n'avais plus de chez moi et je ne savais pas combien de temps cela pouvait durer. Je retournai chez Juliette pour m'excuser. Elle était furieuse. Nous avions fait fuir son ex-petite amie, avec qui elle venait juste de reprendre contact. Et quel contact! Je lui proposai de le retrouver pour m'excuser. En sortant de l'immeuble, je remarquai qu'un papier dépassait de ma boîte aux lettres. C'était la propriétaire de l'immeuble qui souhaitait me voir de toute urgence. Bon, sûrement encore une tuile. La propriétaire me montra un devis très estimatif des modifications à effectuer pour rendre mon appartement digne d'accueillir un enfant. C'est du moins ce que les services de la préfecture, chargés de vérifier les conditions de logement des personnes en difficulté avec enfants, l'avaient sommé de réaliser sous 3 mois. L'amende prévue en cas de non-réalisation des travaux était salée. Elle me menaçait de tout me facturer et de me jeter dehors. J'avais compris ce qu'il me restait à faire. J'avais maintenant 2 femmes, Juliette et Élodie, à faire disparaître de ma vie. Il s'appelait Jean. Je me suis rendu au domicile de l'ex de Juliette. Il s'appelait Jean, et son adresse était bien celle mentionnée sur la carte d'identité. Au début, il prit très mal ma visite. Il me dit qu'il était en train de faire l'amour avec sa nana quand un type est rentré dans la chambre en lui criant de dégager. Il n'était pas content du tout. Et puis 2 hommes sont entrés et l'ont agressé dans le lit et ont menacé de porter plainte à la police. Enfin, il ne comprend pas la relation qui peut exister entre moi et sa copine. Je lui explique, je m'excuse, je me re-excuse, et il finit par se calmer. Je lui indique qu'il peut librement retourner voir sa nana et son bébé. Sur ce, il me raconte qu'il n'est pas sûr du tout que ce bébé soit le sien, mais qu'il serait prêt à retourner avec elle si c'était le cas. Par contre,
il ne se souvenait plus des périodes où il aurait pu faire ça. Je lui demandai alors ce qu'il faisait dans la vie. Il faisait de l'intérim et des petits boulots. Je lui recommandai de rassembler toutes ses feuilles de pointage triées par date. Je demandai à la mère la date de naissance de sa fille, ainsi que la date présumée de conception. Le lendemain, muni de ces renseignements, nous avons trouvé la société dans laquelle il travaillait à ce moment-là. Et pour lui, la période était plausible. Je faisais des allers-retours entre les deux pour régler cette affaire au plus vite. Mais la mère me dit qu'à cette période, elle avait 2 amants, et qu'elle ne savait pas lequel pouvait être le père. C'est la raison pour laquelle elle avait indiqué inconnu au registre des naissances. Elle me fournit l'adresse et le nom de la société qui employait le second père possible. Ce dernier parut surpris, car il n'avait jamais été informé d'une naissance. Il était effectivement sorti avec elle à cette époque, mais ils s'étaient disputés et la séparation avait été orageuse. Il me révéla que faire l'amour avec lui était un événement inoubliable pour la femme. Je lui demandai s'il n'avait pas un petit peu la grosse tête. Il me répondit qu'il ne s'agissait pas de ça. Il avait un bon boulot qui lui rapportait bien et qu'il avait eu ses premiers rapports sexuels tarifiés avec des prostituées. Depuis, pendant l'amour, il avait le fantasme de récompenser financièrement sa partenaire, ce qu'il faisait royalement à la fin. Il se souvenait donc avoir laissé en partant, chaque fois, une liasse de billets qui ne pouvait pas laisser indifférent. Et ces billets, on doit bien se souvenir de ce qu'on en a fait. Cela peut permettre de s'assurer d'une date de conception. Et il était prêt à réparer et à reconnaître l'enfant si c'était le sien. Les 2 pères. Ce soir-là, les 2 pères se présentèrent dans l'appartement. Ils tenaient chacun une fleur dans une main et un paquet contenant des vêtements de bébé dans l'autre. Ils ne se comportaient pas en chiens de faïence, car ils avaient assimilé tout de suite qu'ils n'étaient ni adversaires, ni véritablement concurrents. Tout cela ne faisait pas mes affaires, car cela retardait le moment où je pourrais récupérer mon appartement. J'indiquai aux 2 hommes que l'on pouvait parfois reconnaître les paramètres héréditaires dans la forme des pieds, des doigts de pied et des mains. Ce fut donc une séance où chacun scruta ses doigts de pied pour les comparer à ceux du bébé. C'était à qui pouvait trouver les meilleures comparaisons. En vain. Je demandai aux 2 hommes si l'un d'eux accepterait de reconnaître le bébé en acceptant ainsi l'incertitude de la naissance. Pas de problème, répondit le premier. J'accepte, répondit le second. Je demandai alors à la mère de bien vouloir les départager, au cas où elle était d'accord pour choisir l'un d'entre eux. Elle répondit que les 2 lui convenaient et qu'elle n'avait pas de préférence. J'avais l'impression que l'on avait fait un saut considérable de paradigme. On était parti d'une situation où l'objet désiré était une femme, accompagnée de l'enfant fait en commun, à celle où l'objet désiré est un package comprenant une femme et son enfant, d'où qu'ils viennent. On achetait une situation sociale d'homme marié avec enfant, sans avoir à en franchir toutes les étapes. Du côté de la femme, il m'avait semblé dès le début, et cela m'avait paru clair quand j'ai vu changer la couche du bébé, que ce dernier était surtout un boulet pour elle. Le choix de l'homme importait peu, pourvu qu'il la protège. Le seul qui avait dû porter ce bébé dans ses bras avec amour, c'était le curé quand il l'avait baptisé. En conclusion, tout cela ne faisait pas mes affaires. Invitation au restaurant à midi. Chaque fois que je passais relever mon courrier, j'en profitais pour demander à Juliette où en était son dossier logement, et si elle avait enfin choisi entre ses prétendants. Elle me dit que le lendemain, qui était un samedi, Jean, son ex, l'avait invitée au restaurant à midi, et qu'elle projetait de passer l'après-midi ensemble. Et bien sûr, ils avaient besoin de quelqu'un pour garder Zoé. Je me suis bien évidemment proposé, espérant que cela puisse débloquer la situation. À l'heure dite, je me suis présenté. Elle m'a dit « Le bébé a mangé, il est changé. S'il pleure, il n'y aura qu'à le bercer jusqu'à ce qu'on revienne. » Elle disait le bébé et pas Zoé. Bon, ça me choquait un peu.
J'étais dans mon propre appartement et je m'y sentais étranger. La voisine. Zoé dormait et je tournais en rond dans la pièce. J'avais mis en marche ma télé portative, mais les antennes captaient mal à l'intérieur de l'appartement. Soudain, on sonna à la porte. Par précaution, je regardai dans l'œilleton. C'était la voisine du dessous. Après avoir ouvert, je vis qu'elle était accompagnée de ses 3 enfants. Présentation: Arnaud 4 ans, Bénédicte 3 ans et demi, Clémence 2 ans. La brave dame m'implorait de bien vouloir lui garder ses 3 marmots pour pouvoir se rendre à un rendez-vous urgent. Son mari n'était pas encore rentré et elle ne savait où le joindre. J'acceptais comme d'habitude. Il faudra que j'étudie cette manie que j'ai qui consiste à accepter toutes les demandes sans jamais dire non. Il y a aussi la technique qui consiste à ne pas refuser la demande et à ne rien faire. Bref, ici cela ne m'enthousiasmait pas de les garder pendant un temps déterminé, les rejetons de la dame. Et là, l'enfer avait commencé. Les 2 plus grands voulaient absolument jouer avec le bébé, et ce qui devait arriver arriva. Ils l'ont réveillé et il s'est mis à brailler. Pour les occuper, j'aurais trouvé quelques feuilles de papier utilisées dans les cabinets de comptabilité, 2 crayons noirs et un stylo 4 couleurs. Ils ont bien sûr immédiatement revenu me voir, car les mines des crayons étaient cassées, et qu'ils avaient bloqué le stylo 4 couleurs sur la seule cartouche qui n'écrivait pas. Ils voulaient d'autres feuilles, et ils ne voulaient surtout pas. Ils voulaient savoir pourquoi il n'y avait que des crayons noirs. Arnaud était passé sous la table de camping et avait fait tomber la petite télé portative, qui, si elle n'avait blessé personne, avait terminé sa vie d'utilitaire définitivement. Alors que je me débattais avec mes 4 tortionnaires, la sonnette retentit. J'étais sauvé. La voisine revenait et elle allait me débarrasser de ces loupards en devenir. J'ouvris la porte et tombai face à face avec Elodie. Catastrophe. Elle était rayonnante et me dit: Je ne te fais pas la bise, mais je n'en pense pas moins. Elle continua ensuite son cinéma. Je me doutais que tu aimais les enfants, mais pas au point d'en garder pendant tes week-ends. Elle poursuivit en s'adressant aux enfants. Comment tu t'appelles, toi? Quel âge as-tu? Avec elle, les horribles gosses devenaient tout calmes. Elle prit ensuite Zoé qui pleurait dans ses bras et dit: Oh, je sens une petite odeur. Et elle se rendit avec Zoé dans la pièce qui tenait lieu de salle de bain. Je la suivis car j'avais peur que son amour des enfants ne l'amène à kidnapper Zoé et à s'enfuir avec. On avait déjà vu ça. S'adressant à moi, elle se méprit sur l'objet de ma présence à côté d'elle. Tu vas apprendre comment on change une couche. Regarde ce cucu, comme il sent bon quand il est propre. Elle me refila Zoé dans les bras, lavée et couche changée, en me disant: Elle a faim, je vais lui préparer son biberon. Garde-la en attendant. Bizarrement, les 3 autres garnements se tenaient tranquilles et avaient semblé intéressés par l'opération de changement de la couche. Nouveau coup de sonnette. Cette fois, c'était bien la maman qui revenait. Elodie en profita pour lui indiquer que je gardais toujours avec plaisir ses enfants et que quand elle serait ma femme, elle serait amie. Il n'y avait que les enfants qui n'étaient pas d'accord. Le monsieur, il n'est pas gentil et il n'y a pas de jouet ici. La voisine partit, il ne restait que Zoé, Elodie et moi. Elle en profita sadiquement pour me donner un cours de puériculture et d'éducation des jeunes enfants auquel je ne pouvais pas échapper. Mon supplice s'acheva avec le retour du couple rabiboché, semble-t-il définitivement. Juliette m'informa que son choix était définitif et que dès demain elle irait s'installer chez Jean. J'ai profité du moment où Elodie était occupée à informer le couple qu'elle serait ma future femme, ce dont il se moquait totalement, pour m'éclipser et quitter l'appartement. A priori, j'avais réglé mes problèmes, ou tout au moins un de mes problèmes.